Bien bonjour à tous sur Public Sénat. Nouveau rendez-vous au Salon de l'Agriculture, cette plus grande ferme de France, vous le savez, qui ne cesse d'attirer ici, porte de Versailles, de très nombreux visiteurs. Parmi eux, eh bien, nous aurons tout au cours de cette émission nos amis Alex Darmon et Michael Zamès qui nous feront vivre au plus près, j'allais dire, l'actualité de ce salon et en particulier l'actualité, bien sûr, politique de ce Salon de l'Agriculture. Un salon qui poursuit donc aujourd'hui mardi son petit bonhomme de chemin. On est rentré dans une sorte de vitesse de croisière ici dans les allées de la porte de Versailles. Alors d'un point de vue politique, hier on avait Manuel Valls, le Premier ministre, on avait Bruno Le Maire, le candidat républicain aux prochaines primaires. Aujourd'hui, c'est au tour de la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui est en train, vous le voyez sur ces images, eh bien, d'arpenter les allées du Salon de l'Agriculture avant de retrouver Michael Zamès qui l'a suivi tout au cours de cette matinée. Je vous propose de l'entendre. Marine Le Pen, c'était il y a quelques minutes à peine, ici même, au Salon de l'Agriculture. Marine Le Pen. Les raisons de cette crise, est-ce que vous les attribuez au gouvernement, à l'Europe ou à tous ensemble? À la lâcheté et à la soumission des gouvernements français devant Bruxelles depuis des années. Aujourd'hui, la situation est une situation catastrophique. On le dit chaque année, mais l'urgence, c'est maintenant. Les mesures qui auraient dû être prises il y a 2 ans n'ont pas été prises. Aujourd'hui, on parle encore de négociations. On essaye de faire de cette crise un problème franco-français. Ce n'est pas un problème franco-français. Il faut faire le bras de fer avec Bruxelles maintenant. Stop. C'est terminé. Il faut arrêter. Manuel Valls aussi. Et pour sauver, mais oui, bien sûr, dans les paroles, toujours des paroles. Mais nous n'avons rien vu. Ils sont quand même pas au pouvoir depuis l'année dernière. Bon, ils n'ont strictement rien fait. Moi, je crois que pour sauver la peau des éleveurs français, il faut avoir la peau de Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. C'est très clair. Parce que cet homme-là, c'est l'homme qui défend toutes les mesures qui sont en train de tuer l'agriculture française. Quand vous dites faire la peau, c'est quoi? C'est-à-dire la obtenir, démission de Phil Hogan? Bien sûr, évidemment. Il faut obtenir sa démission. C'est un homme qui soutient, avec la complicité du gouvernement français, tout ce qui tue aujourd'hui notre agriculteur. C'est lui qui a contribué à interdire l'étiquetage des viandes nées, élevées, transformées. C'est lui qui défend le dumping social intra-européen. C'est lui qui refuse qu'on mette en place des mesures pour ne pas importer des productions qui sont produites avec des moyens qui sont interdits en France, ce qui est une concurrence absolument déloyale. C'est lui qui défend les accords de libre-échange avec des géants mondiaux qui vont évidemment nous écraser, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Est-ce qu'il est acceptable de siffler, de huer un président de la République ou un Premier ministre? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il y a un débat beaucoup plus grave aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est acceptable d'assassiner l'agriculture française? Est-ce qu'il est acceptable de laisser tuer les éleveurs français? Est-ce qu'il est acceptable d'effondrer un des piliers de l'économie de la France? Eh bien, moi, je trouve que ça n'est pas acceptable. Alors, je vais vous dire une chose très claire, et ça va tout résumer. Je soutiens de manière inconditionnelle les éleveurs. Vous m'entendez? Inconditionnelle. Quoi qu'il arrive. Voilà, c'était Marine Le Pen, la présidente du Front National, il y a quelques minutes, ici même au Salon de l'Agriculture. Je vous propose tout de suite de retrouver Michael Zamès qui a suivi cette visite. Michael, comment a été accueillie la présidente du Front National ce matin ici à Paris? Elle est plutôt la bienvenue, Marine Le Pen, ici au Salon de l'Agriculture. Depuis 9h30, elle arpente les allées. Elle est à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs, mais aussi du public qui est venu extrêmement nombreux. Alors, vous le savez, hein, avec les appareils photo aujourd'hui, avec le téléphone, eh bien, il y a de nombreux selfies qui ont été faits depuis ce matin. Il y a aussi évidemment quelques personnes qui l'interpellent dans les allées du salon pour dire qu'elles ont besoin de Marine Le Pen pour défendre les agriculteurs. Elle leur répond, elle dit elle défend sur les questions de l'Europe, notamment sur la question de la politique politicienne. Alors elle est accompagnée aussi d'une très forte délégation avec de nombreux élus régionaux. Elle est aussi accompagnée de sa nièce Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen qui était avec nous il y a quelques secondes. Si vous voulez bien, on va essayer de s'approcher pour avoir un petit mot en direct. Marion Maréchal Le Pen, vous accompagnez aujourd'hui Marine Le Pen d'une forte délégation. C'est quoi la présence du Front National aujourd'hui sur ce salon de l'agriculture? Vous voulez dire quoi? On est venu porter un message qui détonne un petit peu aujourd'hui dans la vie politique française, à savoir qu'il n'est plus question aujourd'hui de se complaire dans des négociations et d'aller faire les pantins à Bruxelles, mais de prendre immédiatement et de façon unilatérale des mesures qui s'imposent, même si cela rentre en contradiction avec les traités européens, parce qu'il en va de la survie, je dis bien de la survie tout simplement, de nos éleveurs, de nos producteurs laitiers, entre autres, dans les années à venir.
Est-ce que c'est un électorat vers lequel vous essayez d'aller un petit peu plus? On sait qu'en 2012, 20% de l'électorat paysan a voté pour le Front National. Vous espérez plus en 2017? Non, mais on ne raisonne pas en termes d'électorat, on raisonne surtout en termes de Français qui sont parmi les plus fragilisés. Une France qui se lève le matin, qui travaille, qui demande rien à personne, si ce n'est de pouvoir vivre décemment de son travail et qui est la grande oubliée, alors même qu'ils ont quand même entre leurs mains une filière vitale pour notre pays, à savoir l'alimentation. Sur un plan un petit peu plus personnel, vous êtes ici en présence avec votre tante. Il y a de nombreux appareils photos qui se tendent, de nombreux selfies que vous faites depuis tout à l'heure. Vous le prenez comment tout ça? Moi, je veux dire, c'est quand même agréable d'avoir l'accueil chaleureux qui est le nôtre. Et je veux dire, tout ça est lié en grande partie au travail de Marine Le Pen, qui depuis des années maintenant, en effet, a fait un travail particulier sur la question agricole, mais surtout fait des propositions courageuses, cohérentes, qui, sont très différentes aujourd'hui, malheureusement, du système qui est défendu par le Parti Socialiste et l'UMP. Tout ce travail, aujourd'hui, il paye, puisque c'est vrai que ce soit les jeunes agriculteurs ou les plus âgés, eh bien, il y a une véritable écoute et une véritable sympathie. La visite continue, on vous laisse y aller. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Vous le voyez, beaucoup de caméras, des dizaines et des dizaines de caméras, beaucoup de public également. Pierre-Henri pour suivre cette visite extrêmement politique parce que, elle ne vous l'a pas dit Marion Maréchal Le Pen, mais c'est aussi pour montrer une image où il n'y a pas de dissension entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, à l'heure où on parle évidemment de relève par exemple au Front National. Oui, on a bien compris le message politique. Merci beaucoup Mickaël. On a beaucoup parlé d'Europe bien sûr dans les années. On en reparlera sur le plateau de Public Sénat dans quelques jours avec peut-être la visite de Phil Hogan qui a été évoqué tout à l'heure, le commissaire européen à l'agriculture qui devrait être ici présent au salon, je crois, jeudi. Alors, on va rentrer dans le cœur de notre sujet de ce matin. Il ne vous a pas échappé que si la France agricole se redessine, la France administrative aussi, avec, j'allais dire, le nouveau jeu de cartes des régions, des grandes régions. Il y en a 13 aujourd'hui, il y en avait 22 auparavant, des super-régions pourrait-on dire, de nouvelles superficies, de nouvelles compétences, bref, une nouvelle donne territoriale qui n'est pas sans conséquence, bien sûr, sur l'action des élus locaux, l'action des élus régionaux ou départementaux en matière de politique agricole. Alors, ce débat, nous allons le mener avec 6 invités ce matin sur notre plateau que j'ai le plaisir de vous présenter. D'abord, Bruno Belin, merci d'être avec nous. Vous présidez le conseil départemental de la Vienne. Vous êtes affilié au parti Les Républicains. En face de vous, Henri Bies-Perret, merci de votre présence, monsieur. Vous présidez la FNSEA dans cette grande région Aquitaine, qui ne s'appelle plus Aquitaine, mais qui aura certainement un nouveau nom dans les semaines à venir. Fabienne Keller est avec nous. Merci beaucoup. Vous venez d'Alsace, bien entendu, puisque vous êtes sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin. En face de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, François Patria, sénateur également du département de la Côte d'Or, mais également ancien président de la région Bourgogne. Et ce statut nous intéresse tout particulièrement dans notre débat d'aujourd'hui. Olivier Allemand, vous êtes le directeur général de Campagne TV, notre partenaire sur l'ensemble de ce salon. Bonjour. Je reviens vers vous tout de suite. Et puis Guy Vasseur, vous présidez les chambres d'agriculture qui sont également directement impactées par cette réforme territoriale. Bonjour. Olivier Allemand, on a aujourd'hui des très grandes régions qui n'ont rien à voir avec celles qui existaient auparavant, avec des nouvelles compétences en matière de développement économique en particulier. On a toujours des départements et leur action sociale extrêmement vigoureuse et qui ont été conservées. On découvre, j'allais dire d'une certaine manière, l'intercommunalité. Les communes sont toujours présentes. Alors, dans cette nouvelle carte territoriale qui a été complètement rebattue par les lois récentes, est-ce que le monde de l'agriculture, le monde agricole, représenté d'une certaine manière par ses élus, s'y retrouve aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui est très clair pour le monde agricole, c'est la compétence économique de ces nouvelles grandes régions. Parce que c'est vrai que ce sont elles qui ont, à distribuer une partie des aides européenne de la politique agricole commune. C'est le fameux deuxième pilier de la PAC. Le deuxième pilier de la PAC. Le développement rural. Exactement, développement rural et environnemental, puisque ça allie les deux. Donc c'est quelque part, ces nouvelles grandes régions, qui ont le bras armé, le bras économique, pour pouvoir développer des stratégies, de nouvelles stratégies agricoles
avec la nouvelle échelle dont vous parliez tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple aujourd'hui de regrouper, j'allais dire, des anciennes cultures agricoles différentes. C'est vrai que dans le territoire de Madame Keller et la nouvelle région maintenant Alsace, Champagne-Ardenne, c'est pas si facile en termes de stratégie agricole d'allier la stratégie viticole de l'Alsace avec la stratégie, j'allais dire, céréalière de la Marne, par exemple. Donc ça nécessite de repenser des stratégies beaucoup plus globales avec effectivement j'allais dire des entités qui ne se parlaient pas forcément auparavant. Voilà. Alors justement, j'ai envie tout de suite de donner la parole à Fabienne Keller. Vous arrivez d'Alsace. Cette grande région, ce grand Est, il va de Strasbourg jusqu'aux confins de la Champagne. Est-ce qu'un élu régional de cette nouvelle grande région peut avoir une approche, j'allais dire, fine, lucide, des dossiers agricoles qui concernent soit l'Alsace, la Lorraine ou la Champagne, par exemple? Alors nous nous sommes opposés à cette réforme régionale qui n'a pas grand sens, en regroupant, comme vous le dites parfaitement, des territoires qui n'ont pas d'unité, pas de cohérence. Il n'empêche que la loi existe et les nouvelles régions existent. Exactement. Le temps de la lutte est derrière nous. Donc Philippe Richert a annoncé d'ailleurs un programme dans le domaine du développement agricole très puissant, avec une diversité que vous avez rappelée, mais qui est aussi, regardons-la positivement, une source de complémentarité, de respect mutuel et une volonté, parce que le secteur agricole, il crée des emplois très présents, très diffus sur le territoire. Le secteur agricole, c'est aussi l'aménagement du territoire, c'est une présence, c'est la création de savoir-faire par des produits créés, par des industries de transformation. Donc c'est un levier majeur pour l'une des grandes priorités des Français, l'emploi. Est-ce que ces grandes régions doivent être le chef de file? Vous évoquiez Philippe Richert à l'instant, qui préside l'Association des régions de France, qui demande tout récemment une clarification des compétences de ces grandes régions dans les domaines agricoles. Est-ce qu'il a raison? Il a raison. Les budgets sont aujourd'hui serrés. Il faut que chacun se concentre sur ses missions essentielles. Et donc je propose que l'État se concentre sur la simplification, une facilité donnée au développement de ce qui sont maintenant des vraies entreprises, les entreprises agricoles, un allègement des contraintes qui les désespère et qui leur fait perdre énormément de temps au moment où la difficulté des marchés leur impose des contraintes inouïes. Et ça, c'est l'autre niveau. Si vous voulez, faut que chaque niveau joue pleinement son rôle, le niveau régional et départemental, l'État, en simplifiant, en facilitant, en abaissant les charges. Et peut-être en étant l'interlocuteur avec Bruxelles, par exemple. On parlait d'Europe tout à l'heure. L'État assurant la représentation de la France à Bruxelles. L'Europe, c'est nous. Contrairement à ce que dit Madame Le Pen, ce n'est pas quelque chose qui est éloigné, distancié. Il faut retrouver une voie pour la France agricole. On voit bien cette vision très libérale, cette ouverture aux marchés mondiaux, elle a atteint ses limites. Nos producteurs de viande subissent les évolutions des marchés mondiaux. Ce n'est pas tenable. Il faut construire une nouvelle politique agricole commune et la France doit être totalement moteur. Et les élus français doivent l'être également. Je parle bien sûr des élus locaux. Bien sûr, j'en parlais à l'instant avec Michel Raison, juste avant cette émission, l'un de nos leaders dans le monde agricole au Sénat. Tout ça doit partir d'échanges, doit se nourrir de la réalité qui est celle du monde agricole aujourd'hui, mais ne pas l'exposer à la dureté des marchés mondiaux qui est insoutenable. François Patria, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Fabienne Keller? Sur quoi? Sur les régions? En particulier sur les régions et la détermination plus précise des compétences. Alors d'abord, sur les régions, moi je ne partage pas complètement l'avis de Fabienne, parce que la Bourgogne et la Franche-Comté, c'est la réunion du duché et du comté de Bourgogne qui ont une histoire, une géographie, un environnement, des productions. Cette fusion-là a un sens. L'Alsace et la Lorraine avaient un, avec la Champagne-Ardenne, c'est un peu plus compliqué, oui. C'est vrai. Sur les compétences maintenant, il faut savoir que les régions ont une compétence très vaste qui commence à l'essentiel. La recherche, l'innovation, l'enseignement, les lycées. C'est ça l'agriculture de demain et c'est ça qui conditionne la nouvelle agriculture qui sera compétitive dans le mondial. Ensuite, pour ce qui est des propos que j'ai entendus, l'anathème, le bouc émissaire, le slogan, c'est pas ça qui sauvera l'agriculture. Et l'agriculture a besoin aujourd'hui de régulation. Les régulations, c'est à l'Europe de l'imposer, c'est pour ça qu'il faut plus d'Europe et pas moins d'Europe. Que serait l'agriculture française aujourd'hui sans l'apport que lui a apporté la PAC depuis des décennies, qui a été la première politique européenne et qui continue aujourd'hui
d'amener plusieurs dizaines de milliards, 9 milliards, sur le territoire national. Donc, dites de la régulation. Mais n'oublions pas que dans ces problèmes agricoles aujourd'hui, et je me tourne vers mes collègues et amis qui sont responsables du monde agricole, il y a plusieurs partenaires. Il y a la mondialisation, aujourd'hui les prix mondiaux, le problème avec la Russie, il y a l'Europe, il y a les problèmes politiques français, il y a le problème ensuite du monde agricole et il y a le problème des consommateurs. C'est difficile de mettre autour d'un sujet aussi vaste, en une telle crise, tout le monde d'accord sur l'essentiel. Est-ce que les consommateurs sont d'accord pour payer plus cher des produits mieux tracés, mieux calibrés, mieux faits? Donc cet ensemble de données, pour revenir aux régions, les régions, oui, d'abord elles ont obtenu les fonds européens, maintenant c'est elles qui gèrent les fonds européens et ça n'est pas une mince avancée. Ensuite, c'est elles qui aujourd'hui forment la formation des lycées, elles peuvent aider le monde agricole dans sa modernisation et dans ses structures, mais elles ne pourront pas tout faire. Alors François Pétria, est-ce que vous avez l'impression, on parle des nouvelles grandes régions, qu'aujourd'hui les élus régionaux représentent bien le monde rural? Est-ce qu'ils sont issus par exemple du monde rural ou plutôt du monde urbain, auquel cas ça pose peut-être un problème de représentation, de représentativité? On voit bien aujourd'hui que la représentation urbaine devient supérieure à la représentation rurale, Oui. alors qu'en fin de compte, paradoxalement, on vote plus dans le monde rural que dans le monde urbain. Et que pour ce qui concerne la région Bourgogne, on peut considérer que 50% de sa population est urbaine et rurale. Pour ce qui concerne la région Bourgogne-Franche-Comté, que je connaissais un peu et que je côtoie encore, l'équilibre est à peu près bien fait entre le monde rural et le monde urbain. Ouais. Et dans le Grand Est, Fabienne Keller? Je dirais qu'il ne faut pas vivre cette séparation. Moi, j'ai souvenir de Terre à l'envers, Oui. une magnifique manifestation organisée par les jeunes agriculteurs, où les urbains sont venus, comme ici au Salon de l'Agriculture. Je pense qu'il faut recoudre cette liaison et bien sûr avoir des représentants nombreux du monde rural, ce qui est le cas dans la grande région Est, mais ne pas cultiver cette séparation. Les urbains ont besoin du monde rural et réciproquement, c'est là que les agriculteurs vendent leurs produits. Il y a une complémentarité qu'il faut faire vivre. Bien sûr. Première parenthèse dans cette émission, Michael Zamès au Salon de l'Agriculture en compagnie de Laurent Wauquiez ce matin. Michael. Oui, avec Laurent Wauquiez, absolument. Vous voyez encore ces selfies que l'on fait régulièrement au Salon de l'Agriculture. Laurent Wauquiez, nous sommes en direct sur l'antenne de Public Sénat. La force des élus sur les territoires, vous qui êtes président d'une grande région aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'élu pour aider ce monde agricole en crise? Moi, ma conviction, elle est très simple. Les agriculteurs n'attendent pas des primes, ils veulent des prix et des débouchés. Et c'est l'erreur fondamentale du gouvernement qui n'a pas compris ça. Ce que les agriculteurs veulent, ils ne sont pas là pour tendre la sébille. Ils sont là pour qu'on leur donne la possibilité de trouver des débouchés sur leurs produits. Donc nous, au niveau de notre région, le principe qu'on veut appliquer est très simple. C'est redonner la priorité aux produits de notre région. Consommer notre viande, faite dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, mettre en avant les fromages, mettre en avant les produits, nos fruits et nos légumes, et remettre au fond les produits français dans notre assiette. C'est ce qu'on faisait il y a 30 ans. Aujourd'hui, on nous a rabattu les oreilles avec la COP21 et le développement durable, mais on a de la viande qui parfois fait 2000 km pour arriver dans nos cantines. Oui, d'une certaine façon, c'est juste la fierté de ce qu'est les produits de notre région et de notre agriculture. Ça, on va le retrouver dans les cantines françaises, dans toutes les écoles de votre région? Donc nous, on va commencer dans notre agriculture, dans nos lycées, mais ce que je demande au gouvernement, c'est qu'ensuite, il l'étende à toute la restauration hors foyer du pays. Et si jamais il commençait par faire ça, au moins ça c'est une idée de bon sens, qui peut être applicable, qui ne coûte pas d'argent, qui demande juste de la volonté politique. J'aimerais bien que le premier président s'en inspire un peu plus. On va en parler à Stéphane Le Foll également? Oui, ce qui serait bien surtout, c'est qu'il commence à devenir ministre de l'Agriculture au lieu de n'être que porte-parole. Merci beaucoup Laurent Wauquiez, bonne visite. Voilà Pierre-Henri, à tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup Michael. François Pétria, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Laurent Wauquiez évoquait ces fameux marchés publics pour amener les produits locaux, hein, les produits des régions, des départements, des communes, et bien dans les cantines scolaires, dans les maisons de retraite. Et parfois, visiblement, c'est toujours encore un peu difficile, même si la législation a un peu évolué en la matière. Non, mais le problème des circuits courts, toutes les régions, de gauche comme de droite, s'y sont engagées fortement au cours de ces 10 dernières années, toutes. Elles ont essayé de le faire dans leur lycée. Elles l'ont fait même avec des partenaires qui sont les transformateurs aujourd'hui. La difficulté, c'est à la fois le suivi de l'approvisionnement, parce que quand on a essayé de le généraliser en Bourgogne, nous avons mis en place un peu ce qu'a fait la Drôme de son côté local, avec une mise en collaborative entre les producteurs et les grands acheteurs. On a essayé de le généraliser aussi aux hôpitaux, aux cantines, aux comités d'entreprise.
c'est difficile à faire parce que l'offre est tellement balkanisée, elle est tellement différente que quand vous voulez pour un lycée, par exemple, 500 côtes d'agneau, est-ce que quelqu'un peut vous fournir tout le temps 500 côtes d'agneau comme il le veut? Mais je crois que maintenant, la démarche est en route, elle est inexorable et elle avancera avec tous les moyens que mettront les collectivités, régions, départements pour la faire avancer. Allez, nouvelle parenthèse, Alex Darmon. Alors, Alex Darmon est en compagnie de poules hollandaises. Alors, Alex, je ne sais pas s'il y a une connotation politique dans ce que je viens de dire. Vous le savez, Pierre-Henri, il y a toujours une connotation politique dans ce que je raconte. Je suis avec monsieur Baudron. Baudron, Jean-François. Vous faites partie de l'association centrale d'aviculture de France. De France, oui. C'est ça, et vous êtes des éleveurs amateurs en fait. Uniquement des éleveurs amateurs qui œuvront pour la sauvegarde des races de volailles, de lapins et de pigeons. D'accord, très bien. Et vous les exposez aux différents visiteurs qui peuvent venir les visiter et pourquoi pas même quelquefois les acheter. C'est ça, oui. Donc on les présente aux visiteurs du salon et également ils peuvent acheter des sujets qui sont en vente. Et ça, environ la moitié des sujets sont en vente. Et ça marche, les visiteurs sont intéressés? Ah oui, les visiteurs sont intéressés. Surtout les éleveurs pour changer le sang de leur volaille ou de leur lapin. Et également des particuliers qui viennent pour mettre une volaille dans un jardin. De plus en plus, il y a de plus en plus d'engouement pour les volailles, pour la réduction des déchets également. Donc, en tout cas, c'est une belle association puisque vous élisez aussi chaque année le prix du président de la République. Oui. Il y a un jury qui choisit une poule ou un ensemble de poules et de coqs. Et cette année, vous avez choisi une poule hollandaise pour le président de la République. Cette année, oui, le hasard a fait que c'est un parquet de poules hollandaises qui est sorti. D'accord, on peut peut-être les voir, elles sont juste derrière nous. Vous voyez. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, ce sont des poules, pour raconter aux téléspectateurs, des poules toutes noires de variété hollandaise. Hollandaise, oui, c'est des poules le corps noir avec la huppe blanche. D'accord. Et quelles sont les particularités de ces poules? Elles sont tenaces? Elles sont tenaces, oui. C'est une poule qui est calme. Qui est calme, voilà. La synthèse hollandaise. Voilà. Oui. Et avec quoi d'autre? Vous voyez, on les sort là. Alors en fait, il y a un coq et 3 poules. Hein. Donc voilà. Elles sont très très belles. Hein. Elles sont très jolies. La huppe qui est bien ronde, bien blanche, le corps bien noir. Donc c'est une poule qui correspond parfaitement au standard de la race. Est-ce que vous allez dire au président de la République? Non, au standard de la race. Au standard de la race, oui. Très bien. Elles sont très belles, voilà. Également. Un coq et 3 poules. Et elles attirent beaucoup les spectateurs aussi. Oui, beaucoup de gens s'arrêtent devant ce parquet pour les admirer. Voilà, nous les admirons, admirons-les, c'est le salon de l'agriculture, Pierre-Henri. J'adore cette poule hollandaise. Ces poules hollandaises. Hein. Allez, poursuite de notre débat avec Bruno Belin qui est avec nous. Je rappelle que vous présidez le département de la Vienne. On a parlé des grandes régions, on a parlé des communes, mais les départements dans tout ça, est-ce qu'ils trouvent leur place? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui trouvé peut-être une nouvelle place dans cette organisation territoriale dans la gestion des dossiers agricoles? Est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui face à ces mastodontes régionaux? Les départements sont des collectivités encore plus utiles aujourd'hui. D'abord parce que la proximité, notre mode d'élection nous connecte au territoire, contrairement aux régions. Mais je crois que le débat est ailleurs. Vous avez 15 millions de Français qui vivent dans la ruralité et aujourd'hui, leur question, c'est pas que font les collectivités, le millefeuille, la loi NOTRe, c'est pas ça leur débat. C'est on a envie de parler de nous et on veut parler de la ruralité et qu'on s'occupe de la ruralité, pas uniquement à chaque crise agricole. Qu'est-ce que les élus peuvent faire pour le monde rural? Il y a 15 millions de Français qui en ont marre d'être abandonnés. Alors c'est vrai pour évidemment cette question de l'agriculture qui est primordiale. Ça, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Mais les mêmes questions sur la nécessité de territoires francs ruraux peuvent s'appliquer aussi sur le commerce de proximité, ce qu'on appelle des fois péjorativement le petit commerce. On en a besoin en milieu rural. C'est exactement le même débat. Vous savez, chez nous, Jean-Pierre Raffarin s'est battu justement pour défendre ce commerce de proximité par rapport aux grandes surfaces. Ça fait partie du débat qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture sur les questions des prix. Les départements sont utiles parce qu'ils peuvent aussi se mobiliser. Nous avons lancé dans la Vienne au mois de septembre dernier des états généraux de la ruralité. Alors en quoi ça consiste ces états généraux? Nous pensions faire une quarantaine d'auditions. Nous en avons fait plus de 110. Entendre tous les messages de tous les acteurs du monde rural. Mais pour pouvoir déboucher très vite, c'est-à-dire là à la rentrée prochaine, à l'automne prochain, à l'occasion du congrès des départements de France qui aura lieu à Poitiers, au Futuroscope, déboucher sur des propositions concrètes.
On parle des circuits courts, mais comment? Parce qu'on voit bien que des fois, ça se bouscule avec le code des marchés publics. On parle du acheter local. Comment on peut être efficace? Comment on peut aussi soutenir nos foires, nos marchés? Voilà, ça c'est du concret. Et puis aussi les questions du numérique, parce que le monde agricole a besoin des outils innovants. Donc on a besoin du numérique partout en milieu rural. Donc là aussi, ce sont les départements qui ont pris la main, parce que cet aménagement du territoire, cette couverture du territoire, ils y sont complètement impliqués. Et puis voilà, il y a les questions de faire vivre nos villages, parce qu'il faut soutenir les questions de santé, les questions d'accessibilité. Tout ça, c'est lié. La ruralité, c'est un ensemble, et cet ensemble a besoin de la mobilisation des élus et de l'envie de faire vivre par les élus. Alors, vous défendez bien, j'allais dire, ce territoire départemental, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a des définitions de compétences qui resteraient à préciser entre, par exemple, les grandes régions et les départements aujourd'hui? Nous élus, on ne peut pas tout faire. Nous élus, nous les connaissons. Nous connaissons nos limites et nos périmètres d'action. Mais ne perdons pas d'énergie à expliquer ça aux acteurs et ou à ceux qui en ont besoin sur les territoires. Mobilisons-nous, utilisons notre énergie à apporter des solutions, parfois des solutions nouvelles. Quand le Conseil général de la Vienne décide dans ses collèges, dans ses EHPAD, de jouer la carte locale, quand nous décidons avec notre collègue conseil départemental des Deux-Sèvres de créer une marque Poitou pour donner envie d'acheter justement du local, eh bien voilà, ça c'est de la mobilisation, c'est de l'inventivité des élus et c'est autre chose que ces questions de compétences qui sont utiles, nécessaires. Mais ce n'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, il y a une compétence majeure, fondamentale pour les départements, c'est l'action sociale, bien entendu, pour les personnes âgées, la petite enfance, etc. Est-ce que dans un département comme le vôtre, des agriculteurs perçoivent, par exemple, le RSA, ce fameux RSA? Est-ce que vous êtes amené à en verser? Est-ce que des agriculteurs sont confrontés également à ces phénomènes de pauvreté? Le département de la Vienne est un petit département, 430 000 habitants, environ 12 000 allocataires du RSA et un peu plus d'1 millier d'allocataires sont issus du monde agricole. Donc voilà pour les chiffres bruts. Mais au-delà de cette situation désespérante, bien évidemment, ils demandent qu'à s'en sortir aujourd'hui. L'acteur agricole ne demande pas de l'aide sociale, il demande surtout à avoir du chiffre d'affaires. C'est la question aujourd'hui fondamentale dans l'économie agricole, comment apporter du chiffre d'affaires. C'est toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. Guy Vasseur, et après je passerai la parole à notre ami syndicaliste ici en plateau. Cette réorganisation territoriale, régionale, départementale a un impact direct, j'imagine, sur l'organisation des chambres d'agriculture que vous présidez. Là encore, il a fallu pour vous certainement rebattre les cartes. Si ce n'est déjà fait, en tout cas c'est en cours. Oui, merci. Évidemment, c'est déjà fait. Et nous sommes en train de compléter toute cette démarche. Si vous voulez, pour nous, les chambres d'agriculture, pour les agriculteurs, l'utilité d'une chambre d'agriculture, c'est la proximité. Et les uns et les autres ont parlé de la proximité, c'est fondamental. Et ce n'est pas parce qu'on a une grande région qu'on ne peut pas jouer la proximité. C'est le défi que nous avons relevé et que nous allons gagner, c'est-à-dire on est aujourd'hui présent en chambre régionale dans toutes les régions, quelle que soit la dimension de la région. Dans le même temps, nous gardons nos chambres départementales avec des compétences différentes, une répartition des compétences entre la région, la chambre régionale et le département qui est différente de ce qui existait auparavant. Mais l'objectif, c'est bien d'être dans la proximité, d'accompagner les agriculteurs, leurs projets, les accompagner donc dans leur démarche et faire en sorte qu'ils puissent continuer à faire le métier, à innover, à aller chercher du chiffre d'affaires. Et quand on parle de ce qu'on peut avoir comme relation avec les collectivités, et on parle de circuits de proximité, certains les appellent circuits courts, peu importe. Nous avons développé ça, nous continuons à le développer et nous sommes sûrs que pour le développer dans les cantines et les restaurants scolaires, il nous faut un partenariat, mais un partenariat du conseil régional, des conseils départementaux, des collectivités. Je vais vous citer l'exemple dans mon département. On est un petit département, le Loir-et-Cher. On a travaillé avec la collectivité, l'agglo de Blois, et puis avec le conseil départemental. On n'a pas suffisamment de consommateurs aujourd'hui sur le département pour mettre en place une plateforme et qui, effectivement, puisse faire en sorte que les agriculteurs, les éleveurs
apportent leurs produits, on n'est pas suffisamment important pour que la plateforme donc soit à la fois efficace et surtout rentable. Et demain, elle le sera s'il y a une entente entre la région, les départements et la collectivité, et ça dépasse effectivement les clivages politiques, mais c'est ça la France que nous voulons, et c'est la France que nous sollicitons. Et ce n'est pas les propos des Le Pen. Les propos des Le Pen, c'est anti-agricole, c'est anti-français. Alors, d'une manière générale, quelles sont vos relations avec les élus locaux? Est-ce que vous constatez que certains d'entre eux, depuis les dernières élections, par exemple régionales ou départementales, eh bien, ont conservé cette fibre régionale? C'est un dossier qui les intéresse. Écoutez, il y a des organisations agricoles, le syndicalisme agricole, mon collègue en parlera tout à l'heure, il y a les chambres d'agriculture. Et notre objectif, nous, en étant prêts à la fin 2015, c'était déjà d'être en proposition vis-à-vis de l'ensemble des candidats aux élections régionales, premier point. Deuxième point, là, c'est d'être en proposition vis-à-vis donc des équipes qui sont en place pour être incontournables et pour faire en sorte que les régions puissent mettre dans leur politique agricole qui est en train de se définir, qui est en train donc d'être, elle n'est encore pas votée, mais elle sera votée forcément à la fin du premier semestre, voire donc à la rentrée. Néanmoins, c'est en ce moment que nous sommes en proposition, que nous sommes en discussion, et même si je regrette, puisque je suis un rural, que les ruraux sont moins représentés. Dans les assemblées. Plus la région est grande, et moins on est bien représenté. Dans les conseils départementaux, c'est pareil. J'ai été conseiller régional dans ma région pendant 3 mandats. J'ai été conseiller départemental, et c'est vrai qu'on avait cette proximité, mais c'est du rôle des chambres d'agriculture, de la profession, de faire en sorte que les élus, s'ils ne sont pas en proximité rurale, de faire en sorte de les mettre en proximité rurale. Et c'est également votre travail, j'allais dire, Henri Biez-Perret, en tant que syndicaliste, représentant de la FNSEA dans la grande région Aquitaine, c'est de donner peut-être aux élus qui ont peut-être un peu perdu cette fibre agricole, cette fibre rurale, eh bien l'envie d'en faire plus sur ces dossiers. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'ils ont perdu la fibre rurale, mais en tout cas, le rôle de corps intermédiaire qu'on peut jouer dans le syndicalisme sera d'autant plus important. Moi, je rejoins ce que dit Guy Varseur. Nos craintes se sont quand même réalisées, c'est-à-dire que dans les élections, dans ces nouvelles grandes régions, comme dans les communautés de communes qui sont en train, elles aussi, de grossir numériquement, les élus ruraux sont moins représentés. Et les idées rurales, parce que les élus, les personnes, les hommes, c'est eux, mais les idées sont aussi moins reprises. On voit bien tout ce débat sur la téléphonie mobile en zone blanche, sur l'alimentation de tout le territoire rural avec du haut débit. On a des discours, on a des élus qui disent que, mais les résultats, les actes ne sont pas là. Donc cette fracture numérique là, une nouvelle fracture entre le rural et la ville. Moi je veux bien que les urbains ont besoin des ruraux pour se nourrir, on l'a bien compris, pour se promener le week-end aussi. Mais qu'on dirige des budgets alimentés certes massivement sans doute par les urbains vers le monde rural, on attend encore quand même les actes, quoi, hein. Donc on est un peu à regarder ces nouvelles grandes régions, on pense qu'il y a un vrai challenge, un vrai enjeu. Plusieurs ont parlé des relations avec l'Europe. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit le seul rôle du gouvernement français d'être en lien avec l'Europe. Je pense que ces nouvelles régions ont un vrai rôle à jouer parce qu'elles sont plus proches du terrain. Oui, elles se sont éloignées en grossissant, mais c'est quand même moins loin que Paris. Et elles ont un vrai rôle à jouer avec l'Europe pour défendre aussi nos territoires et nos productions. On ne consommera jamais toute la production française sur les territoires français. On a besoin d'exporter. Personne n'a prononcé ce mot. Oui, on a besoin d'exporter dans d'autres pays européens et au-delà de l'Europe. Je suis dans une région qui produit du foie gras. Il s'en consomme certes massivement en France, mais on a besoin aussi d'aller sur ces nouveaux marchés chinois, de ces nouveaux riches de Russes, etc. On a besoin des régions pour nous accompagner sur ces actions-là. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on remette le projet pour les zones rurales sur la table, ce projet-là, et qu'on mette les moyens de l'accompagner. Très bien. Juste un petit mot, si vous me le permettez, un tout petit mot avant de rejoindre Michael. De circuits courts. Oui. Je crois qu'on a confondu les circuits, la production locale avec justement les circuits courts. Circuit court, le producteur qui va sur un marché local, ok. Si la restauration collective veut de l'alimentation locale,
il faudra des organisations départementales, voire régionales, des coopératives. Bien sûr, quand on demande à 20 producteurs de s'organiser pour fournir une cantine, un coup il y a du poulet, le lendemain on dit ah non, il n'y a pas de poulet. C'est ce que disait votre voisin François Patria à l'instant. Par contre, ce que je dis clairement et que personne n'a fait, c'est de dire par exemple à la coopération, nous avons des millions de repas à fournir, organisez-nous les circuits. Et non pas dire aux éleveurs individuellement, organisez-vous pour nous. Vous avez compris la nuance? Et celle-là, elle n'a jamais été regardée parce qu'on a confondu circuit court et alimentation de proximité. Eh bien, ça fera partie du dossier qu'auront à examiner les nouveaux élus régionaux et départementaux du pays. On rejoint tout de suite Michael Zamès qui est en compagnie de Dominique Régnier, le politologue, mais surtout conseiller régional de la nouvelle grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Dominique Régnier avec Michael Zamès. Oui, avec Dominique Régnier, avec compagnie de nombreux parlementaires. Quand vous voyez aujourd'hui la crise qu'il y a sur ce salon de l'agriculture, la visite par exemple de Marine Le Pen aujourd'hui, le contexte, ça vous fait penser à quoi? Vous qui prenez souvent un peu de recul par rapport à la vie politique. Le monde agricole, et on le sait maintenant, est un monde menacé. Menacé par des défis que nous pouvons cependant relever. Et le grand paradoxe, il est là, il est que nos agriculteurs sont confrontés à des difficultés peut-être plus grandes que jamais. Ils ont les clés, mais ils sont empêchés par un système national, moi je le crois, j'insisterai sur ce point, par un système normatif dont on dit trop souvent qu'il est d'origine européenne, mais qui est beaucoup plus encore d'origine nationale et gouvernementale, par un système de charges sociales et de pression fiscale qui rend très difficile l'adaptation de nos agriculteurs à une concurrence européenne qui est forte. N'oublions pas que nos voisins espagnols, allemands ou hollandais s'en sortent mieux sur beaucoup de marchés alors qu'ils appartiennent à la même Europe et qu'ils ont la même monnaie. Dominique Régnier, est-ce que l'élu, est-ce que le politique peut encore faire quelque chose aujourd'hui pour ce monde agricole? Je crois que, bien sûr, l'élu peut faire quelque chose. Non seulement, ici je suis avec Arnaud Viala, avec Jean-Claude Luche, Alain Marc, qui sont députés et sénateurs de l'Aveyron. Non seulement l'élu peut faire quelque chose au Parlement, mais aussi tous les élus locaux, qui connaissent, vous le savez bien, qui connaissent les problèmes dans le détail de nos agriculteurs, qui peuvent porter au niveau national comme au niveau régional les préoccupations et les attentes. Et il est évident que si ça ne passe pas par les élus, il ne se passera rien. Donc non seulement les élus peuvent faire quelque chose, mais ils le souhaitent, je crois, dans leur très large majorité. Et puis il faut le faire maintenant parce que nous avons peu d'années pour éviter une disparition de notre agriculture. C'est très curieux ça, hein. Moi j'insiste sur ce point. Nous avons aujourd'hui devant nous la perspective d'une France agricole qui disparaîtrait. C'est une vraie possibilité. C'est maintenant qu'il faut agir. On a peu d'années parce que le monde va à un rythme très rapide, vous le savez. Et c'est maintenant qu'il faut que, bien sûr, les élus, mais qui sont déjà mobilisés, mais aussi les gouvernements, celui-ci et puis les suivants, soient très mobilisés sur la nécessité d'aider nos paysans à relever les défis qu'ils savent aider si on ne fait pas obstacle. Merci beaucoup Dominique Régnier, accompagné de nos nombreux parlementaires aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michael. Vous étiez, je le rappelle, avec Dominique Régnier. Olivier Allemand, ce Salon de l'Agriculture, c'est un salon de crise. Hein. On l'a vu avec les différentes visites, ne serait-ce que du président de la République, Manuel Valls, Marine Le Pen encore à l'instant. On a vu la mauvaise humeur et la colère des agriculteurs et plus particulièrement des éleveurs. Est-ce qu'aujourd'hui les régions, les départements, les intercommunalités, on les évoquait tout à l'heure, les communes, eh bien, peuvent avoir des actions, j'allais dire financières directes auprès de ces agriculteurs qui vendent moins cher que ce qu'ils produisent? C'est assez difficile pour eux parce qu'effectivement les seuls qui ont une compétence économique et des moyens économiques, je vous disais, c'est vraiment l'échelon régional. Oui. Et les aides du deuxième pilier, comme on en parlait tout à l'heure, ne sont pas directement liées au système de gestion de crise. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un système assurantiel qui n'est pas au niveau, et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une calamité, quelle qu'elle soit, on l'a vu avec la crise du canard actuellement, c'est directement à l'État et à l'Europe. C'est le creuset en tout cas et le lieu où on va chercher des aides directes. Alors évidemment il y a toute une réflexion à avoir sur ce système assurantiel là pour la gestion des crises parce que justement on peut, quand ça se passe bien, avoir un système assurantiel qui capitalise pour les moments où justement il y a des crises. Mais aujourd'hui les organisations agricoles et on va dire l'organisation nationale n'est pas du tout organisée comme cela. Bruno Belin, comment faites-vous pour intervenir éventuellement directement pour aider des agriculteurs en difficulté ou en détresse?
Alors déjà, dans la Vienne, le conseil départemental est toujours le premier partenaire de la Chambre d'agriculture. Oui. Mais très concrètement, nous devons être des ponts, des passerelles. Les 2 dernières manifestations de producteurs et d'éleveurs, je suis allé les rencontrer. Notre responsabilité, puisque nous avons la chance d'être élus, c'est d'être avant tout leur porte-parole, notamment au niveau des préfets, des services de l'État. Et donc nous devons être forcément à leur côté. Moi je suis complètement à leur côté, parce que vous avez parlé de colère, de salon de crise, c'est salon de la désespérance si nous ne faisons rien. Donc nous avons cette obligation de mobilisation générale pour être aux côtés de ceux qui font vivre nos territoires. François Patriat, aujourd'hui, l'action d'un élu local, au-delà peut-être des aides directes ou de la gestion de ces fameux fonds européens, c'est également d'aider à l'installation, c'est également à préserver des surfaces agricoles dans une région comme la vôtre, la grande région Bourgogne. Quelle peut être, j'allais dire, la politique régionale en la matière pour préserver ce foncier qui, on le sait, est de plus en plus grignoté par l'urbain. Il faut relativiser aujourd'hui le budget agricole dans le budget des régions. Oui. Ça n'est pas dans le domaine économique le plus gros volume, puisque l'aide est à l'innovation, l'aide est aux PME, aux TPE, aux PMI, etc. Là, le budget agricole, il est à mon avis insuffisant. Mais moi, je souhaitais, dans la loi nôtre justement, qu'on sache qui fait quoi et avec quoi. Et que les régions, si elles ont vraiment la compétence économique, puissent assumer cette compétence économique pleinement, non pas qu'elles veuillent faire ce que d'autres font. Moi, je ne suis pas pour le fait que les régions s'occupent de l'emploi, mais on voit bien que sur les prix d'abord. Que demande le monde agricole? Il dit, nous voulons vivre de nos produits. Ce n'est pas sur les produits que la région va agir. Elle va donc agir sur des allègements de charges, certains, et sur l'aide à l'investissement. Donc elle va aider effectivement à la restructuration foncière, elle va accompagner pour l'installation des jeunes, elle va aider dans les bâtiments d'élevage, elle va aider aujourd'hui dans la gestion de l'eau, elle va aider dans la diversification autour de la méthanisation ou du photovoltaïque. Elle peut le faire de façon intelligente, mais elle n'aura toujours qu'une action marginale. Elle va accompagner d'autres grandes politiques. Elle peut accompagner les politiques nationales ou européennes. Dans les baisses des charges, elle ne pourra pas intervenir. Par exemple, dans les baisses des charges, je parle fiscale ou sociale, puisque la région n'a plus d'impôts et que le social, l'État l'a pris en charge. Donc, relativisons-le, mais je crois qu'on a mis avec chaque production, chaque type de production, les céréaliers, les éleveurs, les fruitiers, la viticulture, des contrats spécifiques sur la durée, avec une visibilité qui permettent aux agriculteurs, notamment, je parle aujourd'hui, pour tout ce qui est phytosanitaire, pour les aires de lavage, pour accompagner justement dans ce que les agriculteurs ne supportent plus, les normes aujourd'hui. Donc on les a accompagnés dans ce domaine. Ça pourra se limiter que là, en ce qui concerne la possibilité des régions. Auriez bien espéré, vous vouliez réagir, je crois. Oui, non, mais je crois que François Patriat a bien résumé. La politique régalienne n'est pas effectivement le prélèvement des charges sociales, d'agir sur les charges fiscales. Par contre, d'accompagner les agriculteurs dans les soucis de tous les jours, dans l'investissement, dans la modernisation. Ce qu'il a dit tout à l'heure, la recherche, l'innovation, c'est par là qu'on sortira l'agriculture de l'ornière dans laquelle elle est tombée. Et surtout, de ne pas en rajouter. Alors c'est un bon exemple sans doute à la région Bourgogne. Moi je peux vous citer aussi des régions qui ont en charge maintenant l'installation des jeunes, qui ont rajouté 2 ou 3 lignes, 2 ou 3 formulaires. Pareil, on a parlé, vous avez très justement cité l'agro-environnement, qui est financé aussi par les régions, où on met des cahiers des charges intenables pour les agriculteurs par rapport à l'aide qu'on met en face. Donc là aussi, la région a sa part aussi pour alléger les normes qu'elle-même quelquefois impose. C'est bien le produit local. Et si on dit vous nous le faites local, mais en plus il faut qu'il soit jaune et puis petit, eh bien ça ne peut plus fonctionner. Et l'économie ne permet plus de financer toutes ces couches supplémentaires. Donc avant de retrouver Alexandre Darmon, juste une réaction, Fabienne Keller, ces fameuses normes, elles sont européennes, elles sont nationales, elles peuvent donc être également régionales. Absolument, donc ne chargeons pas trop l'Europe, parce que c'est très souvent au niveau national qu'on rajoute des contraintes. Les régions, elles, ou les départements sont beaucoup plus proches des agriculteurs et plus pragmatiques. Cela crée des contraintes techno, alors qu'on a face à soi des chefs d'exploitation qui maintenant ont au minimum un BTS, voire plus, et une pratique. Donc renversons la charge de la preuve et faisons plutôt des contrôles a posteriori. Laissons-les produire de manière efficace dans cet équilibre entre productivité, sécurité de la productivité et environnement. Et en cela, les agriculteurs aujourd'hui sont très proches des préoccupations des urbains. Il n'y a plus cette césure
que d'aucuns voudraient imaginer. Les agriculteurs sont présents sur nos territoires, ils sont aménageurs en quelque sorte, et les urbains y sont très attachés. Donc c'est cette volonté commune qu'il faut pouvoir transcrire en termes concrets au moment où des milliers d'agriculteurs voient leur chiffre d'exploitation en grande difficulté et leurs résultats. Et donc donnons aussi aux consommateurs que nous sommes les moyens d'acheter français. C'est toute cette question autour de la traçabilité et de l'identification. On parlait d'image de sa région. La marque Alsace a été créée, la marque Bretagne, la marque du Sud-Ouest. Créons aussi des labels qui créent une proximité et une sécurité aussi dans la consommation. Et là, les collectivités sont moteurs dans ce genre d'initiative, bien sûr. Absolument, c'est les départements, les régions qui peuvent créer à la fois un petit cahier des charges, mais surtout un marketing autour de ce qu'au fond tout consommateur a envie de faire, c'est de consommer local. Voilà, Guy Vasseur, un mot et après on retrouve Alex Darmon. Oui, parce que ce qu'a dit François Patria sur l'action des régions, je partage. Mais j'y ajouterai 2 points importants. Le premier, les régions nous ont beaucoup aidés à aller chercher des marchés à l'extérieur. Les régions font aussi du développement économique, demain encore plus. Et combien de missions autour des présidents de région d'aller chercher des marchés lointains, pas que pour l'agriculture et l'agroalimentaire, mais aussi pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et je crois que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, bien sûr, moi je suis un défenseur des produits de proximité. Ok, mais dans le même temps, n'oublions pas de se projeter, de continuer à se projeter à l'exportation, puisque les produits français sont bien perçus, bien vus, il faut les promouvoir de manière encore plus importante. Je voulais rajouter ça, parce que ça a été fait de manière importante par les régions, et là, il faut certainement aller plus loin, plus vite. Alors, ce salon de l'agriculture, eh bien, on parle d'avenir, heureusement, bien entendu, et l'avenir n'est pas toujours si morose et si sombre qu'on pourrait le croire. La preuve, l'avenir, c'est également la modernité, et la modernité en agriculture, Alex, eh bien, ce sont les robots, et vous allez nous le prouver, n'est-ce pas? Exactement, Pierre-Henri, l'avenir c'est les robots, la modernité c'est les robots. Je suis avec Christophe de l'IRSTA, c'est un institut de recherche en fait, et vous avez travaillé sur des robots qui vont venir en soutien des agriculteurs pour leur travail. C'est exactement cela, ces robots vont travailler en collaboration avec l'agriculteur, parce que seul l'agriculteur a l'expertise de son terroir, de ses plantes, etc. Donc les robots sont là pour l'aider à augmenter sa productivité, avoir des pratiques plus écologiques, mais également moins pénibles et plus attractives pour les agriculteurs de demain. Et donc forcément être plus efficaces aussi, ils sont derrière en fait l'agriculteur, ils détectent ses mouvements grâce à des lasers, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc quand j'appuie sur le bouton, comme je vais le faire tout à l'heure, eh bien le robot apprend mes jambes et puis il me suit tout au long de mon travail. Et vous avez un second robot qui travaille par rapport au premier. Donc par exemple ici, sur le salon, nous illustrons un travail dans les vignes. Vous aurez un robot de chaque côté de la rangée de vignes pour travailler sur les plantations. Et faire encore plus de vin, forcément, ça nous ravit. Alors on va montrer ça aux téléspectateurs et aux invités en plateau. Montrez-nous comment ça marche alors. Alors tout simplement, j'appuie sur un bouton. Donc voilà, le robot apprend mes jambes, un petit peu comme un chien reniflerait mes jambes. Voilà. Et puis quand je me déplace, eh bien, le véhicule se déplace avec moi. Donc maintenant je vais pouvoir travailler parce que j'ai les mains libres, alors que le véhicule se déplace. Donc par exemple, je vais récupérer un petit fagot, voilà, je le mets dedans. Donc c'est pour des opérations de récolte. Par exemple, ce robot est utilisé pour récolter le raisin en Champagne. Voilà, donc cette année, il a travaillé tout le mois de septembre en Champagne. Et on peut voir aussi derrière le deuxième robot qui suit le premier. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, le deuxième pour l'instant suit le premier en faisant la même trajectoire, mais c'est momentané. Donc je vais passer dans les vignes. Là, on entre dans les vignes, on vous fait vivre tout ça en direct, c'est fantastique, c'est la magie du direct. Voilà, donc là on va travailler dans la vigne. Donc vous voyez, le deuxième robot a commencé de s'écarter pour passer de l'autre côté. Et donc à ce moment-là, les deux robots peuvent travailler. Donc si on imagine, évidemment pas sur le salon, mais que si les robots étaient équipés d'appareils, eh bien on pourrait travailler sur cette rangée de vignes de chaque côté. Donc vous voyez, il me suit toujours et le deuxième suit le premier en étant décalé d'environ 1,50 m. Si ça donne pas envie de devenir agriculteur, Pierre-Henri, sincèrement, on a envie de travailler dans les vignes là, actuellement. Avec Christophe, on va partir ensemble, je crois. Voilà, on peut partir. On part, mais on revient tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Oui, merci. Puis les vendanges, c'est quand même pas tout de suite, Alex. Merci beaucoup de cette formidable découverte des robots très présents à ce salon de l'agriculture ici à Paris. On parle d'élus locaux, on parle du maillage territorial français qui bouleverse un petit peu la donne
de la gestion, j'allais dire, des dossiers agricoles. Mais Fabienne Keller ou encore Bruno Belin, cette agriculture, qu'elle soit locale, régionale, départementale, c'est une formidable source d'identité pour vos territoires, n'est-ce pas? Un territoire comme le vôtre, le département de la Vienne, eh bien, peut s'identifier aussi à son terroir et à ses productions agricoles. C'est vital. Plusieurs fois, c'est revenu dans les propos des invités. L'agriculture, l'urgence pour l'agriculture, c'est de faire du chiffre d'affaires et donc de produire. L'excès de normes, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, inhibe complètement l'envie d'agir. Donc il y a une vraie question à se poser aujourd'hui quant aux normes, surtout à la surtransposition des normes. Et nous devons, nous, élus locaux, permettre justement aux agriculteurs d'avoir de nouveaux outils pour produire. Le département de la Vienne, un exemple parmi d'autres où là nous pouvons encore agir, quelle que soit l'évolution juste des lois. Le département de la Vienne vient de créer un service, un petit service avec 2 personnes qui étaient déjà là, qu'on met à disposition du monde agricole pour faire de l'ingénierie, aider à monter des projets, aider à rechercher les financements européens et autres. Voilà, concrètement, comment une collectivité peut aider des exploitants, des éleveurs, des exploitations à se développer. Fabienne Keller. Oui, l'agriculture, c'est un formidable atout de la France, mais qui souffre terriblement. La part, par exemple, des produits agricoles dans nos exportations a beaucoup chuté ces dernières années. Ça doit être un point de vigilance première, parce que la qualité de l'agriculture française et de ses produits est reconnue dans le monde entier. Hein. Il y a un acquis. Il y a des facteurs géopolitiques, je pense à l'embargo russe, je pense à la Chine, etc. Bien sûr, mais néanmoins, il y a des marchés émergents. Donc accompagner ce grand domaine économique qu'est l'agriculture est vital pour toute la France. On a aujourd'hui une crise majeure dans l'élevage, bovin, porcin. Il faut que les mesures annoncées par le gouvernement soient très très vite mises en place parce que c'est un secteur qui peut disparaître alors qu'on voit qu'ailleurs en Europe, ils existent. Les producteurs de viande se portent bien. Travailler au regroupement des filières aussi face à la grande distribution pour assurer des prix de vente. Et aller dans le sens de ce que souhaitent les consommateurs, pouvoir acheter près de chez eux, ce que l'Europe semble pour l'instant empêcher, mais qu'il faut défendre avec une vision française. Il faut porter de la voix de la France et de ses terroirs. Voilà, l'exportation, vous l'avez dit, François Patria, l'exportation et ce développement à l'étranger, vous avez déjà insisté sur ce point, mais ça fait partie des missions des nouvelles régions. D'abord, il faut que le monde agricole français comprenne que si nous voulons vendre, il faut aussi savoir importer. Mais comme nous avons l'excellence et que nous avons une image territoriale de nos produits, qui est celle qui est appréciée aux États-Unis, au Japon, en Chine, et j'ai vu des présidents de collectivités faire tout ce qu'ils pouvaient pour aller exporter. Pour ce qui concerne la Bourgogne, moi j'ai souhaité former des sommeliers en Bourgogne. Plutôt que de me déplacer, former des dizaines de sommeliers qui deviennent des ambassadeurs, qui deviennent des ambassadeurs de la Bourgogne dans le monde entier et qui dans tous les grands hôtels du monde vont vendre. Alors l'accroche territoriale, c'est vrai pour les territoires viticoles, c'est vrai. C'est vrai aussi pour les territoires de pâturage. Je vous rappelle que la Côte de Nuit et la Côte de Beaune viennent d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, de même que le territoire de Champagne. Mais vous savez, les paysages de la Vienne, les collines du Charolais brionnais, toutes les zones de moutons, les zones de montagne sont des zones qui identifient. Alors le problème, c'est la perception qu'ont les urbains ou les Français ou les étrangers de notre territoire. C'est-à-dire qu'ils ont une vision idyllique. Ils veulent des produits tracés, transformés, de qualité, sécurisés, et dans le même temps, ils ne mesurent pas ce qu'est la triple fonction de l'agriculture. Une fonction économique, une fonction environnementale et une fonction sociale. Tout cela a un coût. C'est ce qui justifie l'accompagnement financier des collectivités avec l'agriculture aujourd'hui. Henri Biesperet, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la redistribution des cartes des territoires français, vous faites toujours confiance quand on écoute François Patria, on a envie, confiance aux élus locaux, régionaux, départementaux, pour relancer, pour dynamiser, pour faire vivre tout simplement ces territoires ruraux et cette agriculture française? Ah mais, eux sont élus, issus du suffrage universel, oui. On est obligé de travailler avec eux et donc de leur faire confiance. Nous, notre confiance n'a jamais été rompue, mais reconnaissons que les propositions, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est ce que dit la FNSEA depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas été, ça a été écouté mais pas entendu, en tout cas des mesures pas mises en œuvre. Il faut parfois du temps pour se faire entendre. On a trop vite bradé la réforme de la PAC en se contentant du maintien du chèque, sans garder, sans préserver les organisations de marché. On l'avait dit à l'époque, ça n'a pas été écouté, ça n'a pas été mis en œuvre. On nous avait promis une PAC
qui renforce le soutien aux éleveurs. Ça n'est pas le cas. Donc la confiance, on ne peut pas dire qu'elle soit complètement brisée, mais maintenant on demande les actes. C'est par les actes et les propositions qu'on jugera si effectivement la confiance est méritée. Oui, mais quand vous écoutez François Patria ou vous écoutez M. Belin de département de la Vienne, ils ont envie, visiblement, ils ont envie de faire progresser les choses, de faire avancer les choses dans le bon sens. J'ai remarqué que souvent sur les plateaux, on invitait les bons élèves. C'est encore le cas aujourd'hui, je les en félicite. Qu'ils fassent des petits et qui convainquent tous leurs collègues de tous les départements et de toutes les régions de France, et on sera vraiment enchantés. Bruno Belin, Madame Keller, il y a de mauvais élèves qui traînent des pieds, j'allais dire, pour... Non. Écoutez, je racontais mon histoire personnelle puisque j'étais fonctionnaire au bureau des céréales il y a 20 ans, quand les prix étaient entièrement régulés. On est passé d'un système de prix garanti assez protecteur, permettant un développement des productions, à un système complètement dérégulé où les agriculteurs subissent un marché mondial qui est un marché résiduel. Ce n'est pas raisonnable. Trouver une voie moyenne à l'échelle européenne pour tenir compte de réalités économiques importantes, mais ne pas les exposer à des fluctuations de prix qui sont déraisonnables, qu'aucune industrie ne pourrait supporter. Voilà un objectif que la France doit porter pour consolider cette filière d'excellence française et européenne, parce que si nos exportations en France s'érodent dans les produits agricoles et alimentaires, ce doit être aussi un point d'alerte. Donc sécuriser certains débouchés, les marchés, atténuer les fluctuations des marchés mondiaux, tout en encourageant la performance et la qualité. Alors sur ce point, vous pensez que l'État français, François Hollande, Stéphane Le Foll arriveront à faire plier Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture? Je crois que malheureusement, la voix du gouvernement français sur ces sujets agricoles comme sur d'autres est aujourd'hui très faible, et c'est regrettable parce que l'Europe, ce n'est que les États membres et la volonté politique des États membres. Je crois qu'il y a la place pour une vraie politique agricole qui est attendue dans de nombreux États de l'Union européenne. Bruno Belin, vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste sur l'avenir des négociations à venir qui doivent véritablement s'entamer avec l'Europe aujourd'hui? Un élu n'a jamais le droit d'être pessimiste et ni désespéré. Alors, je ne sais pas si on est bons élèves ou mauvais élèves. Moi, j'ai fait le choix, après 25 premières années passées en région parisienne, je fais le choix depuis 25 ans de travailler et de vivre en milieu rural, même dans ce qu'on appelle l'hyper-ruralité. Donc notre ambition, elle est surtout pour les territoires ruraux, d'être porteurs d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette nouvelle donne territoriale, de cette nouvelle donne agricole aussi. Les prochains rendez-vous sur Public Sénat avec le Salon de l'Agriculture, c'est cet après-midi avec Perrine Tarnaud à partir de 17h30 et vous ne manquerez pas Preuve par 3 ce soir avec Michael Zamès, notre invité Xavier Belin, le président de la FNSEA qui a été mis en cause dans les allées du Salon de l'Agriculture ces derniers jours. Il sera là pour y répondre. Merci à tous, merci de votre fidélité. À très bientôt sur les antennes de Public Sénat. Merci.